Oh, oh yeah. Bienvenue sur le tout premier numéro de notre émission web intitulée l'International LP2A. C'est une émission consacrée au décryptage géopolitique de l'actualité internationale. Aujourd'hui, on va s'intéresser au conflit entre l'Ukraine et la Russie. Mais avant d'aller plus loin, je vais me présenter brièvement. On m'appelle Olaf Romulus Menou. Je suis politologue et juriste spécialisé en droits humains et démocratie. Je suis un ancien élève de l'École nationale d'administration du Bénin, où j'ai étudié dans la filière diplomatie et relations internationales et dont je suis détenteur des 2 diplômes respectifs des 2 cycles. De même, je suis aussi un ancien auditeur de la chaire UNESCO des droits de la personne humaine et de la démocratie, où j'ai obtenu un DEA en politique internationale dans la filière droit de la personne et démocratie. Par ailleurs, j'ai servi pendant quelques années au ministère des Affaires étrangères, où j'ai eu la chance de parcourir plusieurs directions, dont celle du protocole d'État où j'ai fait un peu plus d'1 an. En outre, j'interviens comme chargé d'enseignement dans des établissements d'enseignement supérieur. Aussi, je suis consultant pour certaines structures comme l'Institut parlementaire du Bénin, qui appartient à l'Assemblée nationale. Et enfin, je suis le directeur général du Centre d'accueil de renforcement aux personnes et entreprises depuis bientôt 8 ans. Le CARP est un cabinet qui s'occupe essentiellement de la formation qualifiante dans plusieurs domaines. Le conflit russo-ukrainien défraie sérieusement la chronique. Donc, nous allons essayer d'apporter notre analyse relative à ce conflit en respectant une grille d'analyse propre aux relations internationales. Il ne s'agira pas de faire de la géopolitique de l'émotion ou de faire une analyse de l'international basée sur le sensationnel comme les acteurs des médias, ou encore de faire une analyse pour faire le buzz comme les influenceurs, non? Dans cette émission, toutes les analyses que je ferai seront de points de vue scientifiques. Donc, j'interviens comme scientifique de la politique internationale. Allons-y. Le conflit russo-ukrainien date déjà d'un peu plus de 10 ans. Je vais décortiquer mon analyse en 4 parties. Premièrement, on parlera de la genèse des relations entre la Russie et l'Ukraine. Deuxièmement, on parlera des vrais enjeux de ce conflit. Troisièmement, on parlera de la problématique des droits de l'homme dans le conflit russo-ukrainien. Et enfin, le 4e point sera réservé aux perspectives du dit conflit. Premier point, la genèse des relations russo-ukrainiennes. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Ukraine est une ancienne république soviétique. Or, l'Union soviétique s'est disloquée, surtout avec la chute du mur de Berlin en 1989. Donc, l'Ukraine, qui était une ancienne république soviétique, a profité de cette chute de l'URSS pour prendre son destin en main. Ainsi, en 1991,
il y a eu les accords de Belovetskaya qui ont consacré le démantèlement de l'Union soviétique et par la même occasion l'indépendance de l'Ukraine. Dans les accords de 1991, certaines obligations ou certaines conditions ont été imposées à l'État ukrainien, notamment l'interdiction d'appartenir à un bloc militaire, l'obligation de neutralité et le respect des minorités. Donc, cela constitue en quelque sorte la base juridique des relations diplomatiques entre la Russie et l'Ukraine. Mais il s'est fait que les choses ont pris une autre allure. La situation a pris un tournant avec le soulèvement populaire de Maïdan en 2014, où des dizaines de personnes ont perdu la vie. Ce soulèvement populaire était une initiative du peuple ukrainien pour réclamer un rapprochement avec l'Union européenne. Car le président d'alors, le président ukrainien de l'époque était un dirigeant pro-russe. Donc, le soulèvement de Maïdan en 2014 a conduit à la chute du régime pro-russe qui était à la tête de l'Ukraine. Les Russes, ne voulant pas perdre totalement le contrôle sur les affaires politiques de l'Ukraine, ont profité des tensions en Crimée pour annexer ce territoire. En 2014 et 2015, il y a eu une tentative diplomatique de régler le conflit à travers les accords de Minsk. Ces accords-là prévoyaient notamment l'échange de prisonniers, le retrait des armes lourdes, des réformes constitutionnelles et l'organisation d'élections locales dans les régions de l'Ukraine où il y a des minorités russes, pro-russes, et qui réclamaient certaines autonomies. Le conflit russo-ukrainien a pris une nouvelle tournure avec l'incursion russe sur le territoire ukrainien le 24 février 2022. Donc, on a observé une certaine escalade de ce conflit à partir de cette date-là. Voilà de manière globale ce qu'ont été les relations entre l'Ukraine et la Fédération de Russie jusqu'à ce jour-ci. Maintenant, nous allons entamer la deuxième partie de notre analyse, les enjeux. Quels sont les enjeux du conflit russo-ukrainien? Ces enjeux sont de divers ordres. D'abord, il y a l'enjeu culturel. Dans la première partie de notre analyse, la Russie avait à cœur la protection des minorités vivant sur le territoire ukrainien. Et il se fait que ces minorités-là sont essentiellement des pro-russes. Donc, l'argument avancé par la Russie pour attaquer l'Ukraine est qu'il fallait protéger ces minorités pro-russes-là contre le régime en griffe fasciste ukrainien. Et même lorsque la Russie a lancé sa seconde incursion sur le territoire ukrainien le 24 février 2022, ils ont dit qu'ils lançaient une opération militaire spéciale pour dénazifier
et démilitariser l'Ukraine. Donc, pour les Russes, la population ukrainienne ou les dirigeants ukrainiens sont en train de maltraiter les communautés pro-russes vivant sur le territoire de l'Ukraine. Donc, cela a constitué un motif important pour justifier l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Lorsqu'on s'intéresse un peu à l'histoire de ces deux pays-là, on verra que dans la période du Moyen-Âge, la ville de Kiev, qui est actuellement la capitale de l'Ukraine, était un centre politique, culturel, économique et religieux où les traditions qui sont actuellement en cours en Russie ont été forgées. Donc, l'Ukraine constitue un enjeu culturel important pour la Russie. Il ne faut pas permettre que les représentants de leur culture sur le territoire ukrainien soient complètement rayés de la carte. Donc, il y a un enjeu culturel et même de suivi. C'est très important en relations internationales, la culture. Le deuxième enjeu est sécuritaire. Soulignons ici que la Russie et l'Ukraine ont une très grande frontière en commun. Donc, la Russie ne va pas permettre que l'Ukraine aille facilement intégrer l'OTAN et que l'OTAN vienne s'installer à ses frontières. Donc, c'est un enjeu sécuritaire important. Les relations internationales sont comme une jungle où il n'y a pas de confiance entre les différents acteurs. Comme le disait Thomas Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme. Si l'Ukraine fournissait toutes les garanties de son manque d'intention belliqueuse à l'égard de la Russie en intégrant l'OTAN ou l'Union européenne, cela ne suffira pas pour mettre le régime de Moscou en confiance. Parce que cet état de jungle-là caractérise la société internationale. Donc, les Russes sont dans une démarche de guerre préventive pour anticiper un éventuel affrontement avec l'OTAN. Car pour eux, l'Ukraine doit se cantonner à être une zone tampon entre la Russie et l'Occident. Donc ça, ce sont les enjeux sécuritaires de ce conflit. L'enjeu de suprématie régionale est aussi un enjeu clé dans ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. La Russie, en envahissant l'Ukraine, lance également un signal fort aux autres pays d'Europe de l'Est, car elle montre qu'elle n'est pas prête à perdre son influence dans la région. Elle montre qu'elle n'est pas prête à perdre son précaré. Car si elle laisse l'OTAN s'en accaparer, elle va beaucoup perdre en influence dans la région. Donc, il y a un enjeu de suprématie régionale. Et en fait, le dernier enjeu est un enjeu géostratégique. On parle de géostratégie lorsqu'il y a des rivalités de puissance entre les États. La guerre froide s'est terminée en 1989 avec la chute du mur de Berlin, mais l'Union soviétique n'a pas totalement disparu parce que l'épicentre de l'URSS ou encore le noyau dur est toujours en place. Il s'agit du régime politique de Moscou. Ce régime est toujours en place et est en mesure quand même de rivaliser, ne serait-ce que sur le plan nucléaire et militaire, avec la puissance américaine.
ce conflit entre la Russie et l'Ukraine est l'occasion pour les Américains d'affaiblir la Russie. C'est une sorte de guerre interposée. C'est l'occasion d'affaiblir la Russie en soutenant l'autre belligérant, mais en amenant aussi la Russie à abattre toutes ses cartes afin de mieux étudier comment l'affronter dans le futur. Donc, il y a un enjeu géostratégique dans ce conflit-là. Voilà un peu les différentes sortes d'enjeux au cœur du conflit russo-ukrainien. Maintenant, nous allons aborder la troisième partie de notre analyse. La problématique des droits de l'homme dans le conflit russo-ukrainien. Le droit international humanitaire veut que la guerre, dans son sens conventionnel, ne se limite qu'à l'affaiblissement des capacités militaires de l'adversaire et non à la création de mots superflus. Donc, en droit international humanitaire, il est préconisé d'éviter de toucher aux cibles civiles comme les écoles, les hôpitaux, les résidences, etc. Il est préconisé en droit international humanitaire lors d'un conflit d'éviter de s'attaquer aux cibles civiles. Maintenant, est-ce que les deux belligérants ont respecté cela? Prenons le cas de la Russie. On sait que depuis que ce conflit a commencé, la Russie évite un tant soit peu de tomber dans la démesure, car jusque-là, elle n'a pas utilisé l'arme nucléaire contre son voisin ukrainien. Malgré toute sa suprématie militaire nucléaire vis-à-vis de l'Ukraine, la Russie essaye un tant soit peu de limiter la casse. On s'aperçoit qu'il se focalise sur des cibles industrielles, des centres de fabrication de missiles, etc. Donc, ils évitent au maximum de frapper des cibles civiles. Mais malgré toutes ces précautions, les frappes de la Russie ont atteint des hôpitaux, des écoles et des routes sur le territoire ukrainien, faisant ainsi des victimes et occasionnant plusieurs déplacements massifs de populations fuyant les conflits. Donc, du côté russe, on peut dire que le droit international humanitaire n'a pas été véritablement respecté parce que les cibles civiles n'ont pas été correctement préservées. Du côté ukrainien également, on a constaté que les frappes de l'Ukraine ont atterri sur des bâtiments résidentiels dans les villes de Kazan et de Rilsk en Russie, faisant ainsi des victimes. Donc, du côté ukrainien aussi, la protection des cibles civiles n'a pas été respectée dans ce conflit. Maintenant, nous allons aborder la quatrième et dernière partie de notre analyse. Il s'agit des perspectives du conflit entre la Russie et l'Ukraine. D'abord, il faut remarquer que le conflit est en train de se déporter sur le terrain médiatique, avec des médias de propagande aussi bien du côté russe que du côté occidental qui se lancent dans une guerre de chiffres. Donc, faites très attention aux informations qui circulent ça et là sur le conflit russo-ukrainien. Il y a beaucoup de propagande dedans. En dehors de cela, on se dirige très probablement vers des négociations. On se dirige vers des négociations. Car les deux belligérants, que ce soit les dirigeants de l'Ukraine, que les dirigeants de la Russie, se sont montrés favorables à des négociations. Donc, probablement, l'investiture prochaine du président américain Donald Trump va changer la donne sur ce plan, car il a promis régler cette crise-là en un temps record.
Mais quand on parle de négociation, il faut s'intéresser à ce que chacun a gagné ou a à perdre. Le président de l'Ukraine s'est dit volontiers prêt à céder des territoires pour que ce conflit soit réglé en échange de quelques garanties de la part des Occidentaux. Mais on s'aperçoit que le gouvernement sortant américain a intensifié son soutien à l'endroit des autorités ukrainiennes dans cette guerre-là contre la Russie. Je disais tout à l'heure, quand on va à la table des négociations, il faut s'intéresser à ce que chacun a à gagner ou à perdre. Pourquoi les Américains intensifient leur soutien à l'Ukraine? C'est pour équilibrer un peu le rapport de force sur le terrain, pour que l'Ukraine soit en bonne posture lorsque les négociations vont commencer. Mais la Russie ne l'entend pas de cette oreille. Vous voyez que le président Vladimir Poutine fait de la surenchère. Lorsque les Ukrainiens ont utilisé des missiles américains et britanniques de portée moyenne pour frapper la Russie a répondu en même temps avec un missile de portée intercontinentale. L'Ukraine n'est pas en bonne posture pour aller à ces négociations-là. Cela montre qu'on se dirige probablement vers un cas typique de théorie des jeux à somme nulle. On parle de théorie des jeux à somme nulle lorsque une partie perd complètement ce que l'autre partie gagne, vice-versa. Dans le cas de ce conflit, l'Ukraine n'est pas en position de force pour exiger quoi que ce soit. Donc, elle risque de se retrouver la plus grande perdante à la table des négociations. Donc, on va vers un cas de théorie des jeux à somme nulle au détriment de l'Ukraine. C'est probablement l'issue de ce conflit-là si il y avait éventuellement des négociations entre les deux parties. Nous voilà arrivés au terme de notre analyse sur le conflit russo-ukrainien. À l'animation, c'était M. Olaf Romulus Menou, politologue et juriste spécialisé en droits humains et démocratie. J'avais parlé au début de l'émission du centre d'appui de renforcement personnes et entreprises, qui est le cabinet CARP que je dirige depuis bientôt 8 ans. C'est un cabinet qui est spécialisé dans la formation qualifiante. Donc, nous intervenons dans les domaines du management, du droit, de la science politique, du développement personnel aussi. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à faire de temps en temps un tour sur notre page Facebook ou sur nos différents réseaux sociaux. Oh, oh, oh yeah.